Mes parents ont vendu le piano ancien de ma grand-mère, celui qu'elle m'avait légué uniquement à moi, et ont utilisé les 95 000 $ pour acheter une voiture à ma sœur. Quand je l'ai déité à ma grand-mère sur son LITDE soins palliatifs, elle a pris son téléphone, a passé un APPELET à DIT, il est temps qu'il rencontre MON avocat. Je m'appelle Annabelle Thompson et j'ai 28 ans. Il y a 4 semaines, mes parents ont vendu le piano antique de ma grand-mère, celui qu'elle m'avait promis, et ont utilisé la totalité des 95 000 $ pour acheter à ma sœur une Mercedes flambant neuve. Ils pensaient que grand-mère était trop malade, en soins palliatifs, pour ne jamais le découvrir. Ils pensaient que j'étais trop faible pour le lui dire. Ils avaient tort. Quand j'ai finalement avoué à grand-mère ce qu'ils avaient fait, elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle a simplement tendu la main vers son téléphone, a composé un numéro, et a prononcé 7 mots qui allaient détruire tout ce que mes parents croyaient posséder. Avant de vous révéler quels étaient ces 7 mots, et ce qui s'est passé ensuite à la fête du 60e anniversaire de ma mère, prenez un instant pour liker et vous abonner, mais seulement si vous appréciez sincèrement cette histoire. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez, et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener au jour où tout a commencé, l'après-midi où ma grand-mère a été admise en soins palliatifs. L'appel est arrivé un mardi après-midi, juste après ma dernière leçon de piano de la journée. Eleanor a eu une autre crise cardiaque, a dit mon père. Pas de salutation, pas de chaleur humaine. Elle est stable, mais il la transfère en soins palliatifs. Réunion de famille à l'hôpital dans 1 heure. J'ai tout laissé tomber. Le temps que j'arrive, mes parents et ma sœur Megan étaient déjà blottis dans un coin de la salle d'attente, parlant à voix basse. Mon père, Richard Thompson, se tenait les bras croisés. Ma mère, Diane, serrait son sac à main de créateur comme une bouée de sauvetage. Et Megan, de 4 ans, ma cadette et toujours la préférée, faisait défiler l'écran de son téléphone, levant à peine les yeux. « Bien, tu es là », a dit mon père. « Nous devons répartir les responsabilités. » Pas de « comment tiens-tu le coup ?» Pas de « ça doit être dur pour toi. » Juste de la logistique. Quelqu'un doit rendre visite à mère tous les jours, a-t-il poursuivi. Diane et moi avons l'entreprise à faire tourner. Megan est dans une phase critique avec la famille de Daniel. Daniel Harrison. Le petit ami de Megan depuis 8 mois. Le fils du partenaire commercial le plus important de mon père. Donc, Annabelle, mon père m'a regardé comme s'il m'assignait une corvée. Tu t'occuperas des visites. Ton emploi du temps est flexible. Les professeurs ne font pas exactement des heures supplémentaires. Je voulais dire que j'enseignais la musique à 37 enfants chaque semaine. Que je dirigeais des programmes parascolaires, et que mon temps avait de la valeur, moi aussi, mais je ne l'ai pas fait. Bien sûr, ai-je dit doucement. Je veux être avec elle de toute façon. Parfait. Mon père se détournait déjà. Tiens-nous au courant si quelque chose change. Alors que je marchais vers la chambre de grand-mère, j'ai entendu la voix de ma mère dériver dans le couloir, destinée aux seules oreilles de Megan, au moins, elle est utile à quelque chose. Je ai continué à marcher. Je ne me suis pas retourné. Pas parce que je n'avais pas entendu, mais parce que j'étais tellement habitué à ce genre de douleur que j'avais cessé d'espérer qu'elle soit reconnue. La chambre de grand-mère Eleanor sentait la lavande et les vieux livres. Elle avait insisté pour avoir les deux. Ils essaient de faire en sorte que tout sente l'antiseptique, m'avait-elle dit lors de ma première visite. Je refuse. Si je dois mourir, je mourrai entouré des choses que j'aime. Elle avait 76 ans, l'esprit vif comme une lame, et mourait d'une insuffisance cardiaque congestive. Les médecins lui donnaient quelques semaines, peut-être 1 mois ou 2 si elle avait de la chance. Je lui rendais visite tous les jours après l'école. Nous parlions de musique, de ces années passées à se produire dans les salles de concert du Nord-Est, et de mes élèves qui ne savaient pas encore lire les notes mais sentaient déjà le rythme dans leurs os. Un soir, elle a pris ma main. Sa poigne était plus faible que dans mes souvenirs, mais son regard était féroce. Annabelle, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Tout ce que tu veux, grand-mère. Le Steinway. Elle fit une pause, laissant les mots se poser. Le piano de ma mère. Celui de 1892. Je le connaissais bien. J'avais appris mes premières gammes sur ses touches en ivoire quand j'avais 7 ans. Ce piano avait été la bande-son de mon enfance, le seul endroit dans la famille où je me sentais vraiment vu. Il est à toi, a-t-elle dit fermement. Je l'ai déjà dit à Richard et Diane. Je leur ai dit le mois dernier devant tout le monde.
Ce piano t'appartient. Je me souvenais de cette conversation. La mâchoire de mon père qui se serrait. Ma mère échangeant un regard avec Mégane. Ma sœur levant les yeux au ciel et marmonnant quelque chose à propos de vieillerie sentimentale. Grand-mère, tu n'es pas obligée. Je le veux. Elle a serré ma main. Tu es la seule qui comprend ce qu'il signifie. Promets-moi que tu en prendras soin. Je te le promets. Elle a souri alors, un sourire complice qui semblait détenir des secrets que je ne pouvais pas encore voir. Il y a des choses plus précieuses que l'argent, mon enfant, et certaines personnes ont besoin d'apprendre cette leçon à la dure. 2 semaines plus tard, tout a changé. Grand-mère m'avait demandé d'apporter de vieilles photos de sa maison, des photos de l'époque où elle se produisait, des images qu'elle voulait voir une dernière fois. J'avais toujours une clé, alors j'y suis allé en voiture après l'école, par un jeudi après-midi pluvieux. La maison était calme, trop calme. J'ai traversé le hall d'entrée, passé la salle à manger, et suis entré dans le salon où le Steinway trônait depuis 30 ans. L'espace était vide. J'ai arrêté de respirer. Là où le piano aurait dû se trouver, il n'y avait rien d'autre qu'une empreinte rectangulaire sur le tapis. Le fantôme de quelque chose qui avait vécu là pendant des décennies, désormais violemment arraché. Mes mains tremblaient alors que je sortais mon téléphone. Maman. Ma voix s'est brisée. Où est le piano de grand-mère? Une pause, puis la voix de ma mère, désinvolte et méprisante. Ton père s'en est occupé. Ce sont des affaires d'adultes, Anna. Tu n'as pas à t'en soucier. S'en est occupé? Comment? Où est-il? J'ai dit, ne t'en fais pas, maman. Clic, elle m'avait raccroché au nez. Je suis resté debout dans ce salon vide pendant ce qui a semblé être des heures, fixant la trace dans le tapis. La pluie frappait contre les fenêtres. Quelque part au loin, le tonnerre grondait. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents ce soir-là. Mon père a ouvert la porte avec un verre de scotch à la main, l'air agacé par l'interruption. Le piano, ai-je dit. Qu'est-ce que tu as fait? Il n'a même pas scié. Vendu. J'en ai tiré 95 000 $. Un bon prix. Le monde a basculé. Tu l'as vendu? Grand-mère a dit qu'il était à moi. Grand-mère est mourante, Anna. Il a pris une gorgée de son verre. Elle n'a pas besoin d'un piano. Et toi non plus. Derrière lui, j'ai entendu le tintement de clés de voiture. Mégane est apparue dans le couloir, affichant un large sourire. Nouvelle clé pour une nouvelle voiture. Vous lui avez acheté une voiture? Ma voix était plate. Avec le piano de grand-mère. Mon père a haussé les épaules comme si je l'avais interrogé sur la météo. Mercedes-Benz. Mégane doit faire bonne impression auprès des Harrison. La famille de Daniel est très à cheval sur les apparences. Ce piano était censé être le mien. Et qu'est-ce que tu en ferais? Ma mère est apparue derrière mon père, les bras croisés. Tu donnes des cours de musique pour enfants, Anna. Tu ne donnes pas de concert. Tu n'as pas la place. Mégane avait besoin de cet argent pour son avenir. Son avenir. J'ai répété les mots, goûtant leur amertume. Mégane s'est pavanée dans le hall, balançant ses nouvelles clés comme un trophée. Ne sois pas jalouse, Anna. Ça ne te va pas, elle a souri de toutes ses dents. Peut-être que si tu avais choisi une meilleure carrière, tu pourrais t'offrir de belles choses, toi aussi. J'ai regardé mes parents, ma sœur, la vie qu'ils avaient construite où j'étais toujours la dernière roue du carrosse, toujours celle dont les besoins passaient en dernier. Est-ce que grand-mère le sait? Silence. Est-ce qu'elle sait que vous avez vendu son piano? Le visage de ma mère s'est durci. Elle est en soins palliatifs, Annabelle. Elle est sous morphine la moitié du temps. Elle n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit qui pourrait la contrarier. Tu veux dire que tu ne veux pas qu'elle le sache? Je veux dire, ma mère s'est rapprochée, sa voix tombant dans un registre froid et menaçant, que si tu le lui dis, et que cela lui cause du stress et qu'il arrive quelque chose, ce sera de ta faute. Veux-tu être responsable de la mort de ta grand-mère? L'accusation a plané dans l'air comme du poison. J'aurais dû reculer. L'ancienne Annabelle l'aurait fait, mais quelque chose avait changé en moi. Quelque chose s'était enfin brisé. Grand-mère a le droit de savoir ce qui est arrivé à sa propriété, ai-je dit doucement. Et je ne lui mentirai pas, je me suis retourné et suis sorti avant qu'il ne puisse répondre. Je n'ai pas dormi cette nuit-là.
Mon appartement semblait plus petit que d'habitude, un modeste 2 pièces que mes parents avaient toujours moqué comme preuve de mes mauvais choix de vie. Je me suis assise sur mon canapé d'occasion, fixant une photo encadrée sur l'étagère. Grand-mère Eleanor lors de son dernier concert il y a 20 ans. Ses doigts en suspens au-dessus des touches, son visage lumineux de détermination. Ce même piano, celui qu'ils avaient vendu comme si ce n'était rien. Les mots de ma mère tournaient dans ma tête. Si quelque chose arrive, ce sera de ta faute. Avait-elle raison? Si je le disais à grand-mère, le choc la blesserait-il? Serais-je en train de causer plus de douleur dans ces derniers jours? Mais ensuite, je me suis souvenu de ce que grand-mère m'avait toujours enseigné. La vérité peut blesser, avait-elle dit une fois quand j'avais 12 ans et que je ne voulais pas dire à mes parents que j'avais raté un contrôle de maths. Mais les mensonges blessent toujours plus profondément. Ils mettent juste plus de temps. J'ai ramené mes genoux contre ma poitrine et j'ai pensé aux 28 dernières années. Chaque fois que j'étais restée silencieuse pour préserver la paix. Chaque fois que j'avais accepté moins parce que se battre semblait futile. Chaque fois que je m'étais faite plus petite pour que ma famille puisse se sentir plus grande. Et où cela m'avait-il mené? Ici, seul. Invisible. Les regardant effacer les volontés de grand-mère comme si ces paroles ne signifiaient rien. Si je restais silencieuse maintenant, je ne préservais pas la paix. Je devenais complice. À 3 heures du matin, ma décision était prise. Grand-mère méritait la vérité. Elle méritait de savoir que son fils l'avait volée, lui avait menti, et avait supposé qu'elle était trop faible pour compter encore. Et peut-être, juste peut-être, que je méritais d'arrêter de m'excuser d'exister. J'ai réglé mon réveil tôt le matin. J'irai aux soins palliatifs avant l'école. Je lui dirai tout. Grand-mère était réveillée quand je suis arrivé, appuyée contre ses oreillers, regardant le lever du soleil par la fenêtre. « Tu as l'air de ne pas avoir dormi », a-t-elle dit doucement. « Je n'ai pas dormi. » J'ai tiré une chaise près de son lit, pris sa main. « Grand-mère, je dois te dire quelque chose, et ça va faire mal. » Ses yeux, toujours vifs malgré tout, ont étudié mon visage. « Alors dis-le-moi. » Alors je l'ai fait. L'espace vide dans son salon. Les 95 000 $. La Mercedes-Benz rutilante au nom de Meghan. La désinvolture de mon père. La menace de ma mère. Je lui ai tout dit, me préparant aux larmes, au choc, au genre de dévastation qui pourrait briser ce qu'il restait de son cœur fragile. Au lieu de cela, grand-mère Eleanor a laissé échapper une longue et lente expiration, pas un halètement de douleur, pas un cri de trahison, mais un soupir. Le soupir de quelqu'un qui avait vu venir la chose. Grand-mère, ai-je chuchoté. Elle s'est tournée pour me regarder, et son expression n'était pas affligée. Elle était calme, presque résignée. Je savais que cela pourrait arriver, ma chérie. Tu savais? Je connais mon fils. Sa voix était stable. Je l'ai regardé devenir cette personne pendant 40 ans. J'espérais qu'il changerait, mais je me suis aussi préparé à l'éventualité qu'il ne le fasse pas, mon esprit s'emballait. Préparé comment? Elle n'a pas répondu directement. Au lieu de cela, elle a tendu la main vers sa table de chevet. « Passe-moi mon téléphone, veux-tu » Je le lui ai passé, confuse. Elle a fait défiler ses contacts avec une dextérité surprenante, a trouvé un nom et a appuyé sur appeler. Puis elle l'a mis sur haut-parleur. 3 sonneries. Puis une voix d'homme, profonde et mesurée. « Eleanor, comment te sens-tu » Je suis mourante, Harold. Mais je suis lucide et il est temps. Une pause. Je comprends. Quand? Dimanche. À la fête d'anniversaire de Diane. Chez moi. Je vais préparer les documents. Merci, vieille amie. Elle a mis fin à l'appel et m'a regardé avec un petit sourire entendu. Grand-mère. Je la fixais. Qui est Harold? Harold Jennings. Elle posa le téléphone doucement. Il est mon avocat depuis 30 ans. C'était l'ami le plus proche de ton grand-père. Tu as ton propre avocat. J'ai beaucoup de choses dont ton père ne sait rien, Annabelle. Ses yeux pétillaient malgré l'épuisement gravé sur son visage. Richard suppose qu'il comprend tout de mes affaires. Il a toujours supposé cela, c'est sa plus grande faiblesse. J'avais l'impression de me tenir au bord de quelque chose d'immense, regardant vers des profondeurs que je ne pouvais pas voir. Qu'est-ce qui se passe dimanche à la fête d'anniversaire de maman?
La justice. Grand-mère serra ma main. Tardive peut-être, mais la justice quand même. Je ne comprends pas, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour l'instant. Elle s'appuya contre ses oreillers, semblant soudain plus fatiguée. J'ai juste besoin que tu fasses une chose pour moi. Tout ce que tu veux. Viens à la fête, habille-toi bien, et apporte ta patience. Un fantôme de sourire. Le genre de patience que je t'ai enseigné quand tu apprenais Chopin et que tu voulais jeter la partition à travers la pièce. J'ai failli rire malgré tout. À ce point-là. Pire. Son expression s'adoucit. Mais nécessaire. Ton père et ta mère ont besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences. Et j'ai passé 5 ans à m'assurer que lorsque la leçon viendrait enfin, elle serait inoubliable. 5 ans. Elle planifiait quelque chose depuis 5 ans. Grand-mère, qu'est-ce que tu as fait? Elle ferma les yeux, l'épuisement gagnant du terrain. Je t'ai protégée, ma chérie, de la façon dont j'aurais dû te protéger depuis le début. Je suis seulement désolé d'avoir mis si longtemps à agir. Je suis resté assise avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme, mon esprit tourbillonnant de questions. Harold Jennings, dimanche, la fête d'anniversaire de ma mère dans la maison de grand-mère. Quelque chose était sur le point de changer. Je pouvais le sentir. Je ne savais juste pas quoi. 2 jours plus tard, je me suis retrouvée assise dans un petit cabinet d'avocat en périphérie de Philadelphie. Harold Jennings ne ressemblait en rien à ce à quoi je m'attendais. Il avait la soixantaine avancée, des cheveux argentés et des lunettes à monture dorée. Ses mouvements étaient lents mais précis. Son bureau sentait le vieux cuir et le papier, tapissé du sol au plafond de volume juridique. Annabelle Thompson. Il tendit la main. Votre grand-mère parle de vous constamment. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Monsieur Jennings, Harold, s'il vous plaît. Il fit signe vers une chaise en face de son bureau. Asseyez-vous. Votre grand-mère m'a demandé de vous expliquer quelques petites choses avant dimanche. Je me suis assise. Mes mains tremblaient légèrement. Votre grand-mère est une femme remarquable, a commencé Harold. Elle est aussi bien plus astucieuse que ses enfants ne veulent bien l'admettre. Elle observe et planifie. Planifie quoi exactement? Il croisa les mains sur le bureau. Dites-moi, Annabelle, savez-vous à qui appartient la maison dans laquelle vivent vos parents? À eux. Grand-mère la leur a donnée quand grand-père est mort. L'expression d'Harold ne changea pas, est-ce ce qu'ils vous ont dit? C'est ce que tout le monde dit. Tout le monde a tort. Il sortit un dossier du tiroir de son bureau et le fit glisser vers moi. Votre grand-mère a permis à Richard et Diane de vivre dans cette maison sans payer de loyer, mais elle n'a jamais transféré la propriété. Pas légalement, jamais. Je fixais le document devant moi. L'acte de propriété, le nom d'Eleanor Whitmore, clair comme de l'eau de roche. Pas de transfert, pas d'amendement. Ils vivent dans sa maison depuis 10 ans, ai-je dit lentement, en pensant qu'elle est à eux. Précisément. Ma tête tournait. Mais pourquoi grand-mère les laisserait-elle croire ça? Parce qu'elle observait, Annabelle. Harold se pencha en avant. Elle observait pour voir si son fils allait prouver que ses craintes étaient infondées. Malheureusement, il a fait exactement ce qu'elle attendait. Ce soir-là, je suis retourné à mon appartement et j'ai commencé à chercher. Grand-mère m'avait donné une boîte de vieilles affaires il y a des années, des photos, des lettres, des fleurs séchées de son jardin. Je ne l'avais jamais regardé attentivement. Cela semblait trop intime, comme lire le journal de quelqu'un. Mais maintenant, j'avais besoin de réponses. Je l'ai trouvé près du fond, sous une pile de programmes de concerts décolorés, une enveloppe scellée jaunie par l'âge, mon nom écrit avec l'élégante écriture de grand-mère, et en dessous, 6 mots, pour Annabelle, quand tu auras besoin de comprendre. Mes doigts tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une seule photo, une copie d'un document juridique. L'entête était partiellement obscurcie, mais je pouvais voir la signature de grand-mère en bas, datée d'il y a 5 ans. Et de sa main, une note agrafée au coin, la maison n'a jamais quitté mes mains, ma chérie. Elle a seulement été prêtée, et certains emprunteurs ne méritent pas ce privilège. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai compris. La fête de dimanche avait lieu chez grand-mère, la même maison que mes parents traitaient comme la leur, où ils avaient organisé des dîners et des réunions de famille, où ils avaient vendu le piano qui trônait dans le salon comme s'il leur appartenait. Mais il ne leur appartenait pas. Il ne leur avait jamais appartenu.
Mon père avait construit tout son sentiment de statut sur une fondation qui n'existait pas. J'ai pensé à toutes les fois où il m'avait fait la leçon sur les vrais actifs et les investissements intelligents, toutes les fois où il avait moqué mon petit appartement tout en se tenant dans une maison qu'il ne possédait pas réellement. L'ironie était presque trop parfaite. J'ai glissé la lettre dans son enveloppe et l'ai posée sur ma table de chevet. Dimanche était dans 3 jours. Quoi que grand-mère ait prévu, cela allait se passer dans l'endroit que mes parents avaient revendiqué comme leur territoire, et ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. La veille de la fête, grand-mère a appelé. Sa voix était plus faible qu'avant, et je pouvais entendre l'effort que chaque mot lui coûtait. Mais son esprit était toujours aussi vif. « Annabelle, es-tu prête pour demain ? » « Je crois. » J'ai fait une pause. « Grand-mère, es-tu sûre de vouloir faire ça ? C'est l'anniversaire de maman. » Devant tous ces gens. « C'est précisément pour cela que ça doit être demain. » Elle prit une lente inspiration. « Ton père a vendu mon piano devant tout le monde. Il l'a annoncé lors de ce dîner de famille le mois dernier, comme si c'était sa décision à prendre. Il ne m'a pas demandé. Il n'a pas pensé à toi. Il a supposé que j'étais trop faible et que tu étais trop silencieuse pour que cela importe. » J'ai fermé les yeux. Je me souviens. Alors tu comprends pourquoi la leçon a besoin de témoins. Sa voix s'adoucit. Je ne fais pas ça pour me venger, ma chérie. La vengeance est vide de sens. Je fais ça parce que c'est juste, et parce que tu mérites d'être protégée, surtout après mon départ. Les larmes me brûlaient les yeux. Grand-mère, j'aurais dû agir plus tôt. J'ai vu comment ils t'ont traité pendant des années, et j'ai continué à espérer que Richard changerait. C'était mon erreur. L'amour m'a rendu aveugle trop longtemps. Ce n'est pas ta faute. Peut-être pas entièrement, mais je peux encore arranger les choses. Une pause. Je n'ai plus beaucoup de temps, Annabelle. Les médecins disent des semaines, mais je pense que c'est moins. Je peux le sentir, alors j'ai besoin de savoir. Me fais-tu confiance ? Toujours. Alors viens demain. Porte quelque chose qui te fait sentir forte. Et quoi qu'il arrive, souviens-toi que tu n'es pas la méchante dans cette histoire. Tu ne l'as jamais été. Nous nous sommes souhaité bonne nuit. J'ai gardé le téléphone contre ma poitrine pendant un long moment après qu'elle ait raccroché. Demain allait tout changer. Je devais juste être prête à laisser faire. Dimanche est arrivé avec une pâle lumière d'hiver et le genre d'air vif qui rend tout plus net. La maison de grand-mère, la maison empruntée par mes parents, avait l'air presque festive. Quelqu'un avait accroché une bannière, « Joyeux 60e anniversaire », sur le porche. Les voitures s'alignaient dans l'allée et débordaient sur la rue. Je me suis garé tout au bout et je suis resté assise dans ma voiture un instant, me rassemblant. J'avais choisi une robe bleu marine, simple mais élégante, des boucles d'oreilles en perles que grand-mère m'avait données pour mon 21e anniversaire, et mes cheveux épinglés proprement en arrière. Une armure pour une bataille que je ne comprenais pas totalement. À l'intérieur, la maison bourdonnait avec environ 30 invités, des tantes et oncles que je ne voyais qu'aux fêtes, des voisins de l'époque, une poignée d'associés de mon père. J'ai reconnu Monsieur Harrison près de la cheminée, Daniel debout à côté de lui avec Meghan à son bras. Le salon a immédiatement attiré mon regard. Le coin où le Steinway s'était tenu pendant 30 ans était vide. Quelqu'un avait placé une grande plante en pot là, essayant de combler le vide. Cela avait l'air ridicule, une excuse verte et feuillue pour quelque chose qui ne pouvait pas être excusé. Ma mère se tenait près de la table de la salle à manger dans une robe de créateur rouge, acceptant les compliments comme une reine recevant un tribut. Mon père rôdait à proximité, travaillant la salle avec un charme rodé. Et dans le coin le plus éloigné, presque invisible parmi la foule, était assis Harold Jennings. Sa mallette en cuir reposait à côté de sa chaise. Il a croisé mon regard à travers la pièce et a fait un signe de tête presque imperceptible. J'ai répondu par un signe de tête. Ma tante Margaret, la jeune sœur de grand-mère, est apparue à mes côtés. « Anna, ma chérie, comment va Eleanor, vraiment ?» Fatiguée, ai-je dit honnêtement, mais toujours aussi vive. Elle a toujours été la plus intelligente. Les yeux de tante Margaret ont dérivé vers le coin vide. J'ai remarqué que le piano n'est plus là. Richard a dit qu'Eleanor voulait le vendre. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais la voix de mon père a coupé à travers la foule. Tout le monde, si je pouvais avoir votre attention, s'il vous plaît. Mon père se tenait au centre du salon, sa coupe en cristal levée,
dominant l'espace comme s'il en était le propriétaire, ce que je savais désormais être faux. Aujourd'hui, nous célébrons 60 merveilleuses années de Diane Thompson. Applaudissements. Ma mère rayonnait. Et je veux aussi prendre un moment pour partager une nouvelle familiale excitante. Mon estomac s'est noué. Comme certains d'entre vous le savent, notre fille Meghan fréquente Daniel Harrison, fils de mon cher ami et partenaire James. Il fit un geste vers Daniel, qui sourit poliment. Et pour célébrer son brillant avenir, nous avons une surprise spéciale. Il a conduit toute la fête à l'extérieur où une Mercedes-Benz argentée étincelante trônait dans l'allée, un nœud rouge perché sur son capot. Un cadeau, annonça fièrement mon père, rendu possible par la générosité de grand-mère Eleanor. Elle a vendu son piano antique pour investir dans l'avenir de sa petite fille. Meghan a poussé un petit cri, a jeté ses bras autour de mon père, et a posé pour des photos à côté de la voiture. Je suis resté figé sur le porche. Il recommençait, réécrivant l'histoire, se faisant passer pour le héros tout en effaçant entièrement les volontés de grand-mère. Une femme que je ne reconnaissais pas s'est penchée vers son mari. Ce piano n'était-il pas censé aller à l'autre petite fille? La prof de musique? Son mari a haussé les épaules. Je suppose que les plans ont changé. Tante Margaret est apparue à mes côtés, le visage pâle. Anna, est-ce qu'Eleanor a vraiment accepté ça? Avant que je puisse répondre, Meghan m'a repéré et m'a interpellé, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Anna, viens prendre une photo. Ne sois pas jalouse. Je suis sûr que grand-mère te laissera quelque chose aussi. Peut-être sa collection de vieilles partitions. Rires épars de la foule. Mes mains tremblaient. Ma vision se brouillait de larmes que je refusais de laisser couler. Et puis derrière moi, j'ai entendu le clic d'une mallette qui s'ouvrait. Tout le monde a commencé à rentrer à l'intérieur, mais tante Margaret a bloqué le passage de mon père. Richard. Sa voix était stable, mais je pouvais voir ses mains trembler. Je dois te demander quelque chose. Le sourire de mon père n'a pas vacillé. Est-ce que ça peut attendre, Margaret? Nous sommes au milieu d'eux. As-tu demandé à Eleanor avant de vendre ce piano? La question a atterri comme une pierre dans une eau calme. Les conversations à proximité se sont arrêtées net. Mère est en soins palliatifs, a dit mon père doucement. Elle n'est pas en état de prendre ce genre de décision. Nous avons fait ce qui était le mieux pour elle. J'ai parlé avec elle ce matin. La voix de tante Margaret s'est faite plus forte. Elle est lucide, Richard. Complètement lucide. Et elle m'a dit. Tu ne lui as jamais demandé la permission. Tu ne lui as même jamais dit. Plus de gens écoutaient maintenant. J'ai vu monsieur Harrison froncer les sourcils, j'ai vu Daniel se déplacer mal à l'aise. Ma mère a poussé en avant, le visage rouge. Margaret, c'est mon anniversaire. Ne faisons pas une scène. Une scène? Tante Margaret a ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Diane, ton mari a vendu la possession la plus précieuse d'Eleanor à son insu et a utilisé l'argent pour une voiture. Si quelqu'un fait une scène, ce n'est pas moi. La pièce était devenue silencieuse. 30 perdieux faisaient le ping-pong entre ma tante et mes parents. Le calme de mon père s'est fissuré juste un peu. C'est une affaire de famille. Cela n'a pas besoin d'être discuté en public. En fait, a dit une nouvelle voix derrière nous. Je pense que le public est exactement l'endroit où cela doit être discuté. Je me suis retourné. Harold Jennings était debout maintenant, sa mallette ouverte, un dossier de documents à la main. Il a marché vers le centre de la pièce avec l'autorité calme d'un homme qui avait fait cela 1000 fois. Bonjour à tous. Je m'appelle Harold Jennings. Je suis l'avocat d'Eleanor Whitmore. Le visage de mon père est devenu blanc. Le silence était suffocant. Harold s'est positionné près du coin vide où le piano se trouvait autrefois. Un choix qui semblait délibéré. Je m'excuse d'interrompre la célébration, a-t-il dit, sa voix portant facilement à travers la pièce. Mais Eleanor Whitmore m'a demandé d'aborder certaines questions urgentes concernant sa succession. Compte tenu des circonstances, elle a estimé qu'il était important que sa famille et ses proches entendent cela directement. Mon père a retrouvé sa voix en premier. Ma mère a un avocat? Depuis quand? Depuis 30 ans, Richard. Le ton d'Harold était poli, mais tranchant. J'ai aussi représenté votre père. Vous le sauriez si vous aviez pris la peine de demander.
Des halètements étouffés. Quelqu'un au fond a chuchoté, « Oh mon Dieu, c'est scandaleux. Ma mère s'est avancée. Eleanor est mourante. Elle n'a pas toute sa tête. Quels que soient les papiers que vous avez. Madame Thompson. » Harold a levé une main, la réduisant au silence. J'ai rendu visite à Eleanor ce matin. Son infirmière, Carol, peut confirmer qu'elle est pleinement compétente et lucide. Elle a dicté des instructions spécifiques pour la réunion d'aujourd'hui. Il a ouvert le dossier et a retiré un document. Maintenant, je comprends qu'il y a eu une certaine confusion concernant la propriété immobilière, alors permettez-moi de clarifier. Il a tenu le papier en l'air. Ceci est l'acte de propriété de la maison dans laquelle nous nous trouvons actuellement. J'ai regardé le visage de mon père se vider de sa couleur. Notez le nom sur l'acte. Eleanor Whitmore. Pas Richard Thompson, pas Diane Thompson. Harold a fait une pause, laissant les mots pénétrer. Cette maison n'a jamais été transférée. Elle n'a jamais été donnée. Vos parents vivent ici sans payer de loyer depuis 10 ans grâce à la générosité d'Eleanor. Rien de plus. La salle a éclaté en murmures. Mon père a saisi le bord d'une chaise, se stabilisant. Meghan fixait son père, la confusion et la panique se disputant son visage. Et Harold Jennings n'avait pas fini. Ça, a-t-il dit doucement, c'est juste le début. Si vous êtes toujours là, je devine que vous retenez votre souffle de la même manière que moi à ce moment-là. Avant de vous dire ce qu'Harold a révélé ensuite, je veux vous demander quelque chose. À votre avis, à qui appartient réellement cette maison? A. Mes parents, car grand-mère a sûrement dû la transférer à un moment donné. B. Grand-mère, car il y a un secret depuis le début. C. Moi, car le plus gros rebondissement est encore à venir. Laissez votre réponse dans les commentaires. Ensuite, continuez à regarder pour découvrir la suite. La voix de mon père s'est brisée. C'est impossible. Mère a dit que la maison était à nous. Elle a promis. Elle a promis que vous pouviez vivre ici. Harold a posé l'acte sur la table de la salle à manger où tout le monde pouvait le voir. Elle n'a jamais promis la propriété. Il y a une différence juridique significative, Monsieur Thompson. J'ai regardé la réalisation se répandre dans la pièce comme une traînée de poudre. Monsieur Harrison a fait un petit pas en arrière loin de mon père. Une des voisines a échangé un regard entendu avec son mari. Depuis 10 ans, a poursuivi Harold, vous avez profité de cette propriété sans payer de loyer, de charges ou d'impôts fonciers, tout étant couvert par les comptes d'Eleanor. Vous l'avez traité comme la vôtre. Vous avez même fait des modifications sans permission. Il a jeté un coup d'œil aux luminaires modernes que ma mère avait installés l'année dernière. Légalement, vous êtes des occupants sans titre, et le propriétaire a le droit de mettre fin à cet arrangement à tout moment. Vous ne pouvez pas être sérieux. La voix de ma mère était perçante. Nous vivons ici depuis une décennie. Nous avons investi dans cette maison. Investi sans autorisation. L'expression d'Harold n'a pas changé. Toutes les améliorations que vous avez apportées sans consentement écrit appartiennent au propriétaire, Eleanor Whitmore. Meghan a saisi le bras de Daniel. C'est de la folie. Papa, dis-leur que c'est une sorte de blague. Mon père ne pouvait pas parler. Il fixait l'acte comme si c'était un arrêt de mort. Je devrais aussi mentionner, a ajouté Harold presque nonchalamment, que la loi de Pennsylvanie prend la fraude immobilière très au sérieux. Présenter la propriété de quelqu'un d'autre comme la vôtre, particulièrement dans des contextes commerciaux, peut avoir des conséquences juridiques importantes. J'ai vu l'expression de Monsieur Harrison passer de la confusion au calcul froid. Il regardait mon père différemment maintenant, non plus comme un partenaire, mais comme un handicap. L'empire que mon père avait bâti sur un prestige emprunté s'effondrait sous nos yeux, et Harold avait encore d'autres documents dans son dossier. Maintenant, a dit Harold en sortant un deuxième document. Nous en venons à la question du trust. Quel trust? La voix de mon père était à peine au-dessus d'un murmure. Il y a 5 ans, Eleanor Whitmore a établi un trust séparé, indépendant du testament qui a été partagé avec votre famille. Ce trust a été créé spécifiquement pour protéger ses actifs les plus précieux en cas de, il fit une pause délicate, faute financière. Faute financière? Ma mère a bafouillé. Nous sommes sa famille. Les membres de la famille peuvent quand même commettre des fautes, Madame Thompson, comme les événements récents l'ont démontré. Harold a retiré un document épais,
ces pages semblant neuves et officielles. Selon les termes de ce trust, les actifs suivants sont irrévocablement assignés à un seul bénéficiaire, la propriété dans laquelle nous nous trouvons, les comptes financiers d'Eleanor, et tous les objets de valeur sentimentale, y compris le piano Steinway de 1892 qui a été récemment vendu sans autorisation. Il a levé les yeux, et son regard s'est posé directement sur moi. La seule bénéficiaire est Annabelle Rose Thompson. La pièce est devenue silencieuse. Le cri de Megan l'a brisé. « Quoi ? C'est de la fraude !» a crié mon père. Elle a été manipulée. Cette petite. Il m'a pointé du doigt, le visage tordu par la rage. Richard. La voix d'Harold s'est transformée en glace. Je vous conseille de choisir vos prochains mots très soigneusement. Tout ce qui est dit ici aujourd'hui a été attesté par plus de 30 personnes. Tante Margaret s'est déplacée pour se tenir à mes côtés. Sa main a trouvé la mienne et l'a serrée. Eleanor savait exactement ce qu'elle faisait, a continué Harold. Elle a passé 5 ans à regarder, attendre, espérant que son fils lui prouverait qu'elle avait tort. Au lieu de cela, il a vendu sa possession la plus précieuse pour acheter une voiture à la petite fille qui ne lui rend jamais visite. Il a fait une pause. Les actions ont des conséquences, Monsieur Thompson. Voici la vôtre. Ma mère pleurait maintenant. Megan avait l'air d'être sur le point de vomir, et je ne pouvais pas bouger, ne pouvais pas respirer, ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Harold a laissé le chaos retomber un instant avant de continuer. Concernant la vente du piano, il a sorti un autre document. Puisque le Steinway faisait partie du trust et qu'Annabelle est la bénéficiaire désignée, la vente effectuée sans le consentement du fiduciaire, c'est-à-dire Eleanor, constitue une disposition non autorisée des actifs du trust. Qu'est-ce que ça veut dire ? La voix de Megan était toute petite. Cela signifie que les 95 000 $ doivent être restitués au trust dans les 30 jours. Le regard d'Harold a balayé mes parents et ma sœur. Le non-respect de cette obligation entraînera un litige civil pour détournement de biens du trust. Étant donné les preuves écrites claires, je vous assure que l'issue ne serait pas favorable pour votre famille. Mon père a ri, un son creux et désespéré. Nous n'avons pas 95 000 $ qui traînent. L'argent est passé dans la voiture. Alors je vous suggère de trouver un moyen de liquider cet actif. Harold a fait un signe de tête vers la fenêtre où la Mercedes était toujours visible dans l'allée, avec son nœud rouge et tout le reste. Le concessionnaire pourrait accepter un retour, bien que vous subirez probablement une perte significative. Megan a éclaté en sanglots. Ma voiture ? Vous prenez ma voiture ? Je ne prends rien, mademoiselle Thompson. J'explique simplement les conséquences juridiques des choix de votre famille. J'ai vu Megan regarder Daniel pour obtenir du soutien, mais il s'était déjà éloigné d'elle, son expression soigneusement neutre. Son père chuchotait quelque chose à son oreille, et aucun d'eux n'avait l'air compatissant. De plus, a ajouté Harold, Eleanor m'a demandé de vous informer que votre arrangement de vie dans cette maison sera formellement restructuré. Vous pouvez continuer à résider ici temporairement, mais un contrat de location en bonne et due forme sera exigé. Un bail ? La voix de ma mère était à peine audible. Dans la maison où nous vivons depuis 10 ans ? Dans la maison, a corrigé Harold doucement, que vous n'avez jamais possédée. La pièce était devenue mortellement silencieuse. Tous les yeux étaient sur moi. Mon père s'est tourné lentement, le visage tordu par la trahison et la fureur. Tu as fait ça. Tu l'as empoisonné contre nous. J'ai tenu bon. Non, papa. Je n'ai rien fait. Ma voix était plus stable que je ne l'espérais. Grand-mère a pris ses décisions il y a 5 ans. Avant que je ne sache quoi que ce soit à leur sujet. Je ne l'ai découvert que cette semaine. Menteuse. La voix de ma mère tremblait de venin. Tu as toujours été jalouse de Megan, du succès de notre famille. C'est ta vengeance. Vengeance ? J'ai senti quelque chose de froid et dur se cristalliser en moi. Je n'ai pas vendu le piano de grand-mère sans lui demander. Je n'ai pas dépensé l'argent pour une voiture pour moi-même. Je n'ai pas menti à tout le monde sur ce qui s'est passé. J'ai fait un pas en avant, regardant directement ma mère. Je ne suis pas celle qui a dit, au moins, elle est utile à quelque chose quand j'ai accepté de rendre visite à grand-mère tous les jours. Je ne suis pas celle qui m'a raccroché au nez quand j'ai posé des questions. Et je ne suis pas celle qui m'a menacé, disant que je serais responsable de la mort de grand-mère si je lui disais la vérité. Des halètements ont parcouru la foule.
La main de tante Margaret s'est resserrée sur la mienne. J'ai passé 28 ans à être invisible dans cette famille. Ma voix n'a pas vacillé. Je l'ai accepté parce que je pensais que c'était ce que l'amour exigeait. Se faire tout petit pour rendre les autres confortables. J'ai regardé mon père, ma mère, Meghan qui pleurait encore sur sa Mercedes condamnée. Mais grand-mère m'a appris quelque chose de différent. Elle m'a appris que s'aimer soi-même signifie défendre ce qui est juste, même quand cela vous coûte tout. J'ai pris une inspiration. Alors, voici ce que je veux que vous compreniez. Je ne m'excuse plus. Je ne reste plus silencieuse. Et j'ai fini de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. La pièce était absolument immobile. Après que la foule a commencé à se disperser lentement, maladroitement, avec des adieux chuchotés et des contacts visuels évités, Harold m'a prise à part. Annabelle, nous devons discuter des prochaines étapes. J'ai hoché la tête, me sentant toujours irréel, comme si je me regardais de l'extérieur de mon corps. Légalement, vous avez plusieurs options. Il parlait doucement pour que moi seul puisse entendre. Vous pourriez exiger une expulsion immédiate. Compte tenu des circonstances, votre grand-mère soutiendrait tout ce que vous décidez. J'ai regardé mes parents à travers la pièce. Mon père s'était effondré sur une chaise, la tête dans ses mains. Ma mère se tenait figée près de la fenêtre, du mascara coulant sur son visage. Meghan avait disparu, probablement dehors à pleurer sa Mercedes. Ils avaient l'air brisés. Une partie de moi, une petite partie blessée, voulait remuer le couteau dans la plaie, leur faire ressentir chaque once de la douleur qu'ils m'avaient causée pendant 28 ans. Mais ce n'était pas la personne que je voulais être. Je ne veux pas les mettre à la porte, ai-je dit lentement. Pas immédiatement. Harold a haussé un sourcil. En êtes-vous certaine? Oui. J'ai pris une inspiration. Voici ce que je veux. Les 95 000 $ doivent être restitués dans les 90 jours, pas 30. Je vais leur donner du temps pour vendre la voiture et s'organiser. Ils peuvent rester dans la maison avec un contrat de location formel pour un loyer minimal. Après grand-mère. J'ai avalé difficilement. Après son décès, ils auront 12 mois pour trouver un autre endroit où vivre. C'est remarquablement généreux compte tenu de tout. Peut-être. J'ai croisé son regard. Mais je ne fais pas ça pour les punir. Je le fais parce que c'est juste, et parce que je refuse de devenir le genre de personne qu'ils sont. Harold m'a étudié pendant un long moment. Puis il a hoché la tête, une pointe de respect dans son expression. Votre grand-mère a dit que vous réagiriez ainsi. Elle est très fière de vous, Annabelle. Je sais. Ma voix s'est brisée. Je sais qu'elle l'est. L'accord a été rédigé juste là, sur la table de la salle à manger, avec tante Margaret et 2 des invités restant comme témoins. Mon père a signé sans me regarder. La main de ma mère tremblait tellement qu'elle pouvait à peine tenir le stylo. Aucun d'eux n'a dit un mot. Au moment où la dernière signature a été apposée, la maison s'était vidée. Monsieur Harrison et Daniel étaient partis sans dire au revoir. J'ai appris plus tard que Daniel était parti en voiture alors que Meghan pleurait encore dehors. Le gâteau d'anniversaire est resté intact. La bannière pendouillait tristement sur le porche avant. Tante Margaret m'a serré fort contre elle avant de partir. Tu as fait la bonne chose, ma chérie. Eleanor serait si fière. Elle est fière, ai-je dit doucement. Je lui ai parlé ce matin. Comme un signal, mon téléphone a vibré. Un appel vidéo du numéro des soins palliatifs de grand-mère. J'ai répondu, marchant vers le coin vide du salon où se trouvait le piano autrefois. Son visage est apparu à l'écran, pâle mais paisible. L'infirmière Carole était visible en arrière-plan, souriante. Ma fille courageuse. La voix de grand-mère était faible mais chaleureuse. Comment te sens-tu? Terrifié, ai-je admis. Et soulagé, et triste, tout à la fois. C'est ce que l'on ressent quand on a du courage, ma chérie. Ce n'est jamais confortable. Je ne les ai pas mis à la porte. Je leur ai donné du temps. Je sais. Harold m'a envoyé un message. Ses yeux brillaient. Tu es une meilleure personne qu'il ne le mérite, Annabelle. Mais c'est pour ça que je t'ai choisi. J'ai pressé ma main contre l'écran, souhaitant pouvoir tenir sa main à la place. Merci, grand-mère, pour tout, pour m'avoir protégé. Ne me remercie pas, elle a souri, mais c'était teinté de tristesse.
Vis bien, joue de la musique, sois heureuse. C'est comme ça que tu me remercies. Je le ferai. Je sais que tu le feras, ma chérie. Elle a fermé les yeux. Je sais que tu le feras. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent probablement, alors c'est tout? Tes parents ont-ils changé? La réponse honnête est compliquée. Toutes les histoires n'ont pas une fin parfaite, mais chaque histoire a une leçon. Avant de vous dire ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi, je veux vous entendre. Avez-vous déjà dû fixer des limites avec votre famille? À quel point était-ce difficile? Laissez votre histoire dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. La première semaine après la fête a été un chaos. Les nouvelles vont vite dans les petits cercles sociaux, et l'histoire de ce qui s'est passé au 60e anniversaire de Diane Thompson s'est répandue comme une traînée de poudre. Les partenaires commerciaux de mon père sont soudainement devenus indisponibles pour les réunions. Les vieux amis ont cessé de retourner les appels. Monsieur Harrison s'est formellement retiré de la coentreprise qu'ils avaient prévue. Quand mon père a exigé une explication, la réponse a été froide, je ne peux pas faire affaire avec quelqu'un en qui je ne peux pas avoir confiance. Richard, si tu trompes ta propre mère, que ferais-tu à un partenaire? L'accord aurait valu plus de 200 000 $. Disparu en un instant. Meghan a dû rendre la Mercedes. Le concessionnaire ne lui a offert que 80 000 $, soit 15 000 $ de moins que ce que mes parents avaient payé. Elle a crié sur le vendeur pendant 20 minutes avant de finalement signer les papiers. Daniel a rompu avec elle 3 jours plus tard par SMS. Ma famille pense qu'il est préférable que nous prenions un peu de distance, disait le message. Traduction, il ne voulait rien avoir à faire avec le drame de la famille Thompson. Ma sœur, qui avait toujours été l'enfant doré, s'est soudainement retrouvée ordinaire. Pas de voiture, pas de petit ami riche, pas de statut spécial. Elle a dû emprunter la vieille Honda de ma mère pour se rendre à des entretiens d'embauche. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas cherché à la contacter. J'ai simplement continué ma vie, donnant des cours de piano à mes élèves, rendant visite à grand-mère tous les soirs. Mais je mentirais si je disais qu'il n'y avait pas une certaine satisfaction silencieuse à regarder les façades s'effondrer. Mon père avait passé des années à mesurer le succès aux apparences, la maison, la voiture, les bonnes relations. Maintenant, il apprenait que rien de tout cela n'avait jamais été réel. La fondation sur laquelle il avait construit son identité était empruntée, et les choses empruntées doivent toujours être rendues. 3 semaines après la fête d'anniversaire, les soins palliatifs m'ont appelé à 6 heures du matin. Vous devriez venir maintenant, a dit l'infirmière doucement. Elle vous demande. J'ai conduit plus vite que je n'aurais dû, mon cœur battant la chamade tout le long du trajet. La chambre de grand-mère était calme quand je suis arrivé. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres dorées et douces sur son lit. Sa respiration était superficielle, son visage fin comme du papier, mais ses yeux étaient ouverts, et quand elle m'a vu, elle a souri. Mon Annabelle. Sa voix était à peine un murmure. Viens t'asseoir avec moi. J'ai pris sa main. Elle semblait si fragile, comme tenir un oiseau. J'ai quelque chose à te dire, a-t-elle dit lentement. Quelque chose que j'aurais dû dire il y a des années. Qu'est-ce que c'est, grand-mère? Je suis désolé. J'ai cligné des yeux. Désolé pourquoi? Pour ne pas avoir agi plus tôt. Une larme a glissé sur sa joue. J'ai vu comment ils t'ont traité année après année. J'ai continué à espérer que Richard changerait, que Diane verrait ta valeur. J'ai cherché des excuses parce que je ne voulais pas croire que mon propre fils pouvait être si. Elle s'est tue. Ce n'est pas ta faute, ai-je dit, mes propres larmes coulant maintenant. Peut-être pas entièrement, mais j'aurais pu faire plus. J'aurais pu te protéger plus tôt au lieu d'attendre d'être mourante. Elle a serré ma main faiblement. Je suis désolé, ma chérie. Tu méritais mieux. Tu m'as donné tout ce qui comptait, ai-je dit avec ferveur. La musique, l'amour, la certitude que je valais quelque chose. C'est plus qu'ils ne m'ont jamais donné. Elle a sourié, pendant un instant, elle a ressemblé à la grand-mère dont je me souvenais de mon enfance. Forte, rayonnante, pleine de vie. Je suis si fier de toi, Annabelle. Tu as un bon cœur, mais tu as enfin appris à le garder. C'est toi qui m'as appris ça. Alors j'ai fait quelque chose de bien. Ses yeux se sont fermés. Je suis fatigué maintenant, ma chérie. Reste avec moi, toujours. Grand-mère Eleanor est décédée ce soir-là,
paisiblement, ma main dans la sienne. Les funérailles ont eu lieu 5 jours plus tard dans la petite église qu'elle avait fréquentée pendant 50 ans. Selon ses volontés, c'était simple. Pas de fleurs élaborées, pas d'étalage ostentatoire, juste de la musique, des souvenirs, et les gens qu'il aimait vraiment. J'ai joué du piano pendant le service, pas le Steinway qui n'était plus là, mais un modeste piano droit que l'église possédait depuis des décennies. J'ai joué le nocturne en mi bémol majeur de Chopin, le premier morceau que grand-mère m'avait appris. L'église était à moitié pleine. Tante Margaret était assise au premier rang, des mouchoirs serrés dans sa main. Les amis de grand-mère de ces jours de concert remplissaient plusieurs bancs. Des femmes aux cheveux blancs qui se souvenaient de l'époque où Eleanor Whitmore était un nom qui signifiait quelque chose dans le monde de la musique classique. Mes parents étaient assis au fond. Ils ne m'ont pas approché avant le service, ni pendant, ni après. Ma mère portait des lunettes de soleil sombre qui cachaient ses yeux. Mon père fixait droit devant lui comme un homme assistant à sa propre condamnation. Meghan n'était pas là du tout. Trop fragile émotionnellement, a expliqué ma mère à quelqu'un qui demandait. J'ai prononcé l'éloge funèbre. J'ai parlé de la musique de grand-mère, de sa sagesse, de sa force tranquille. J'ai raconté comment elle m'avait appris que l'amour n'était pas une question de grands gestes. C'était le fait d'être présent jour après jour et de choisir de voir quelqu'un pour qui il était vraiment. Je n'ai pas mentionné le drame. Les funérailles n'étaient pas le lieu pour ça. Après le service, mon père a commencé à marcher vers moi. Je l'ai vu hésiter, faire un pas, puis s'arrêter quand ma mère lui a saisi le bras et l'a tiré au loin. Il n'a jamais traversé la pièce. Peut-être voulait-il s'excuser. Peut-être pas. Je ne le saurai jamais. Mais j'avais déjà fait la paix avec le fait que certaines excuses ne viennent jamais et que certaines ne sont plus nécessaires. 6 mois plus tard, j'ai emménagé dans la maison de grand-mère. Cela semblait étrange au début, de marcher dans des pièces remplies de sa présence, de dormir dans la chambre d'amis que je connaissais depuis l'enfance. Mais lentement, cela a commencé à ressembler à un foyer. J'ai utilisé une partie de l'argent restitué pour acheter un nouveau piano. Pas un Steinway, cela coûte bien plus que 95 000 $, mais un magnifique piano à queue Yamaha qui a rempli le coin où le piano de grand-mère se trouvait autrefois. Différent, mais significatif à sa manière. Un nouveau départ. J'ai commencé à donner des cours particuliers le week-end. Ma première élève était la petite fille de tante Margaret, Sophie. 8 ans, les yeux brillants, avec la même énergie impatiente que j'avais à son âge. Quand elle a joué sa première gamme complète, j'ai pleuré. Mes parents ont déménagé 2 mois après la mort de grand-mère. Ils n'ont pas attendu les 12 mois complets que j'avais offerts. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas vivre dans un endroit avec autant de souvenirs douloureux. Je pense qu'ils ne pouvaient tout simplement pas supporter le rappel de ce qu'ils avaient perdu. Ils ont acheté un petit condo à l'autre bout de la ville. L'entreprise de mon père était en difficulté, réduite à la moitié de sa taille d'antan. Ma mère a rejoint un club social différent, un club où les gens ne connaissaient pas l'histoire de la famille. Nous ne nous parlions pas. Pas par colère exactement, juste par distance. Certains fossés sont trop larges pour être comblés. Mais je n'étais pas amer. L'amertume est épuisante. Et j'avais une vie à construire. Le soir, je m'asseyais au piano et je jouais jusqu'à ce que les étoiles apparaissent. Parfois du Chopin, parfois du Bach, parfois juste des mélodies improvisées qui n'allaient nulle part et partout à la fois. La présence de grand-mère persistait dans ces moments-là. Dans l'odeur de la lavande du jardin qu'elle avait planté. Dans le grincement des vieilles lattes du plancher. Dans la façon dont la lumière tombait à travers les fenêtres au coucher du soleil. Elle était partie, mais elle était partout. Et j'étais enfin libre. 8 mois après les funérailles, mon téléphone a sonné. Meghan. J'ai fixé l'écran pendant 3 sonneries avant de répondre. Anna. Sa voix semblait différente, plus petite, moins certaine. Meghan. Le silence s'étirait entre nous. 28 ans de fraternité réduits à des pauses gênantes. Je n'appelle pas pour demander quoi que ce soit, a-t-elle dit finalement. Je voulais juste. Je voulais dire quelque chose. D'accord. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé, à la façon dont j'ai agi. Elle a pris une inspiration tremblante. J'étais tellement en colère au début. Contre toi, contre grand-mère, contre tout le monde. Je pensais que tu m'avais volé quelque chose. Et maintenant? Une autre pause. Maintenant,
je travaille dans une agence de marketing, au bas de l'échelle. Je prends le bus parce que je ne peux pas me permettre une voiture. Et j'ai commencé à aller en thérapie. Je n'ai pas répondu. J'ai juste écouté. Ma thérapeute dit que j'ai beaucoup de choses à déballer à propos de maman et papa. À propos de la façon dont j'ai été élevé, de pourquoi je pensais que je méritais tout sans le gagner. Elle a ri, mais c'était creux. Il s'avère qu'être la préférée n'est pas vraiment un cadeau. C'est un piège. Je suis contente que tu travailles là-dessus, ai-je dit. Je ne te demande pas de me pardonner. Sa voix s'est brisée. Je ne mérite pas ça. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Pourquoi grand-mère a fait ce qu'elle a fait. Grand-mère t'aimait aussi, Megan. Elle ne pouvait juste pas récompenser un comportement qui blessait d'autres personnes. Je sais. Un reniflement. Je le sais maintenant. Nous sommes restés en silence un moment. Si jamais tu veux parler, ai-je dit lentement, je suis prête à écouter. Mais la confiance prend du temps à se reconstruire. Je comprends. Bien. Nous avons raccroché sans dire au revoir. Pas par froideur, mais parce qu'aucune de nous ne savait comment faire. Certaines portes, une fois fermées, s'ouvrent lentement, mais elles peuvent encore s'ouvrir. C'est le printemps maintenant, un an complet depuis que grand-mère est entrée en soins palliatifs. Ce soir, je suis assise à mon piano alors que le soleil se couche sur le jardin. Les fenêtres sont ouvertes et une brise chaude porte l'odeur du jasmin et de l'herbe fraîchement coupée. Je joue le nocturne préféré de grand-mère, celui qu'elle a interprété lors de son dernier concert il y a 20 ans. Les notes dérivent à travers la maison vide, remplissant le silence de quelque chose de plus doux. Je pense à tout ce qui s'est passé. La trahison, la révélation, les limites que je ne pensais jamais avoir le courage de fixer. Je pense à grand-mère, à sa force, sa patience, sa détermination tranquille à me protéger, même quand je ne savais pas que j'avais besoin d'être protégé. Je pense à mes parents dans leur petit condo, reconstruisant une vie qui ne sera jamais tout à fait celle qu'ils imaginaient. À Megan prenant le bus, apprenant pour la première fois ce que signifie gagner quelque chose. Je ne l'ai pas. La haine prend trop d'énergie. Mais je n'ai plus besoin d'eux non plus. Et c'est une sorte de liberté que je ne m'attendais jamais à trouver. Le nocturne se termine. Les dernières notes restent suspendues dans l'air, puis s'estompent dans le calme du soir. Je regarde la photo de grand-mère sur le piano. Elle a 60 ans, rayonnante, les doigts en suspens sur les touches du Steinway. Je ne jouerai plus jamais. Je vais bien, grand-mère, je chuchote. Je vais plus que bien. Quelque part, j'aime penser qu'elle m'entend. Je ferme le couvercle du piano, me lève et marche vers la fenêtre. Les étoiles commencent tout juste à émerger. Des pointes de lumière dans le ciel qui s'assombrit. Je n'ai pas le piano d'origine. Je n'ai pas la famille que je pensais avoir. Mais j'ai quelque chose de mieux. J'ai moi-même. J'ai des limites. J'ai une vie bâtie sur la vérité au lieu du silence. Et ça, c'est le véritable héritage que grand-mère m'a laissé. Et c'est mon histoire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cela a résonné en vous, si vous avez déjà dû vous défendre dans une famille qui vous faisait vous sentir invisible, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Fixer des limites n'est pas égoïste. C'est ainsi que vous honorez votre propre valeur. Appuyez sur j'aime si cette histoire a signifié quelque chose pour vous. Abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, et consultez la description pour plus de vidéos que je pense que vous aimerez.